magazine Écran Vert. Nous sommes à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, une des provinces frontalières de la République démocratique du Congo. Là où je me trouve, c'est au port de l'Onatra, un port créé depuis 1954, un port d'une importance économique capitale pour le décollage de cette province issue du démembrement. Nous allons ensuite de l'installation du Conseil consultatif provincial des forêts dans cette province de la Mongala. Et j'en parle avec Jean-Marie Bolika, votre habitué Écran Vert que je vais rencontrer dans quelques instants. Écran Vert, le portrait. Il est d'une renommée internationale. Lui, c'est Jean-Marie Bolika Lokumbo, détenteur depuis janvier 2013 d'un master en gestion et droit de l'entreprise à l'Université de Liège, un titre précédé par une licence en novembre 2005 en sciences commerciales et financières et d'un titre de graduat en informatique de gestion en novembre 1995 à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Chef des projets de renforcement des capacités de la société civile environnementale du Fonds mondial pour la nature WWF RDC de juillet 2011 à mars 2017. Jean-Marie Bolika est aussi formateur des formateurs, des acteurs de la société civile sur la gouvernance forestière, membre de la commission technique des négociations de l'accord des partenariats volontaires entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne en 2011. Enseignant à l'Institut supérieur de programmation et d'analyse ISIPA en sigle, cet acteur de la société civile fut aussi chargé du plaidoyer du réseau ressources naturelles à Kinshasa de 2009 à 2011. Chef des projets gouvernance et transparence dans le secteur forestier avec l'appui des Global Witness. Parmi les recherches menées, l'on retient de lui celle axée sur la problématique de l'assainissement des fiscalités forestières en République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Marie Bolika, bonsoir. Bonsoir madame. J'ai annoncé tantôt qu'on vous recevait dans quelques instants pour parler de l'installation du Conseil consultatif provincial des forêts, cette fois-ci dans la Mongala. Et là, nous sommes au bord du fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo qui a traversé plusieurs frontières. Et nous sommes au port de l'Onatra, un port aussi important pour le décollage de cette province. Merci beaucoup madame. Je dois d'abord, avant de commencer cet entretien avec vous, remercier les autorités provinciales de la Mongala, principalement son Excellence, Monsieur le Gouverneur Crispin Ngundu Malengo, y compris son adjoint, le vice-gouverneur Serge Mungulu, pour l'accueil combien chaleureux. Et ensuite tous les services publics de l'État qui ont répondu favorablement à cet appel. Et avant même qu'on commence, on a encore eu des entretiens avec les autres services publics qui nous ont encore accueillis et facilité la tâche par rapport au travail que nous faisons et que nous allons faire dans cette province. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, c'est le clou de l'installation de tous les conseils consultatifs qui ont été ciblés dans le cadre du programme gouvernance forestière. Et donc, c'est le 5e qui était ciblé la Mongala. Nous avons lancé l'activité depuis notre arrivée le lundi. Je me dis que le chemin est encore long parce qu'on doit continuer à appuyer les conseils, mais je peux quand même me frotter les mains en disant que les 5 conseils consultatifs sont installés. Mais est-ce que vous pensez que l'installation du conseil dans cette province, la jeune de la Mongala, va apporter quelque chose dans la gestion de ressources forestières? Je crois que vous avez suivi le débat chaud qu'il y a eu aujourd'hui entre les 3 parties prenantes, notamment la société civile et les communautés, qui ont exprimé leurs désirata par rapport à la gestion de la forêt de cette province, en termes de retombées économiques qui peuvent apporter des changements, qui peuvent améliorer les conditions de leur existence. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont même juré que le Conseil demeure l'instrument de prédilection qui permettra à ce que les gens puissent s'exprimer librement, adresser leurs désirata pour que l'autorité provinciale en décide par rapport à ça. Libre expression, c'est un souhait, mais la société civile craint déjà la politisation de ces structures. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui ont été pris dans ce sens-là? Je ne pense pas. Si on pouvait faire une cotation, je pourrais peut-être dire que le conseil de Mongala est à 100% clean. Aucun conseiller des gouverneurs, aucun conseiller du ministère de l'Environnement, aucun conseiller, aucun agent, aucun service politique n'a été impliqué en tant que membre. Ça, il faut que je sois clair là-dessus. Tous les membres
on les a identifiés conformément à la nouvelle réglementation sur la mise en place des conseils consultatifs, entendez par là l'arrêté 071 de 2018. Donc, vous avez vu la contribution combien louable du conseiller de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le conseiller en charge de développement durable et de l'environnement, qui, j'étais même curieux et surpris par rapport à la jeunesse, au flair d'âge de ce monsieur, qui a été vraiment le plus transparent possible et qui a dit ouvertement que le politique ne peut pas se mêler dans la gestion du conseil, encore moins être membre du conseil consultatif. Et vous avez vu que les personnes qui ont été identifiées, ce sont les services publics qui sont répertoriés dans l'arrêté 071. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment oublier, il ne faut pas s'en faire, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Vous avez remarqué l'enthousiasme qu'on a lu dans la figure des autorités provinciales, notamment le gouverneur de la province et son adjoint. Et je me frotte les mains, je me dis que si nous continuons dans cet élan, les choses iront positivement. Les choses iront positivement, c'est votre souhait, mais est-ce que le conseil est arrivé au moment opportun? Est-ce que le conseil est arrivé au moment opportun? Oui, parce que en lisant le discours de son Excellence, Monsieur le gouverneur, vice-gouverneur qui a ouvert les cérémonies, et le discours de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement. On a répété plusieurs fois que la mise en place du Conseil faisait partie des actions du nouvel exécutif. Donc ce n'est pas quelque chose qui tombe comme cheveux dans la soupe. En fait, c'est quelque chose qui a été planifié et notre présence ne fait que concrétiser le vœu des autorités provinciales. Dans la salle, vous avez vu que tout le monde est là. Le secteur privé est là, représenté par Booming Green et puis et Fourabola. Je ne refuse pas. Les problèmes, il y en aura toujours. Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Donc, il ne faut pas... Mais le conseil est mis en place. C'est pour trancher les problèmes, pour résoudre les problèmes. Donc, c'est pas pour... Là où il n'y a pas de problème, ça ne vaut pas la peine d'être là. On va là où il y a les problèmes et on mène des mécanismes pour donner des solutions aux problèmes qui sont posés. C'est ça l'importance même du conseil. S'il n'y a pas de problème, ça ne vaut pas la peine d'y être là. Éco-découverte. De nos jours, une espèce menacée est déclarée protégée, le perroquet gris du Congo, appelé aussi le perroquet jaco ou gris du Gabon, est une espèce d'oiseau de la famille de Psittacidae. C'est le meilleur parleur parmi les perroquets et le plus vendu en France et en Belgique. Ce perroquet gris habite une grande partie de l'Afrique occidentale. En RDC, on le retrouve au parc de la Lomami au centre du pays. Pesant environ 500 grammes, frugivore et granivore, il mesure 35 à 42 cm. La femelle pond de 3 à 4 œufs dont l'éclosion a lieu après 30 jours. Il a une durée de vie pouvant aller jusqu'à 80 ans, même si la plupart des individus ne dépassent pas les 30 ans. Un oiseau grégaire, mais lorsqu'il atteint la maturité sexuelle, le gris du Congo se choisit une partenaire et s'unit pour la vie. C'est un animal fidèle. Le nombre de coris du Congo régresse sensiblement de suite d'une négoce. Ainsi, son commerce est désormais devenu réglementé. Nous sommes dans la Mongala. Est-ce que nous pouvons savoir déjà les défis qu'il y a par rapport à la gestion des ressources forestières dans ce coin du pays? Bon, les défis, si la Mongala fait n'est qu'une partie de la RDC, les défis en termes de gouvernance forestière sont les mêmes. Et la particularité de cette province, c'est qu'il y a des concessions forestières que vous allez trouver à Bongandanga, à Lissala, parce que la province n'a que trois territoires. Les deux provinces, les deux territoires-là ont des concessions forestières et il y a des demandes en termes de messages forts qui ont été adressés par les communautés pour dire que nous voulons à ce que nous puissions bénéficier des retombées de l'exploitation forestière. Nous voulons bénéficier des retombées de nos forêts. Et je pense que ça c'est un message fort. Et vous avez entendu dans la bouche de l'autorité provinciale qu'il avait besoin de la contribution de tout le monde pour l'aider à conduire sa politique en matière de gouvernance forestière. Principalement par rapport à la gestion de la forêt dans sa province. Et donc, ça ce sont des défis. Est-ce que nous pouvons à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de mettre en place, de mettre à la disposition de l'autorité l'expertise nécessaire, aider l'administration forestière à jouer son rôle. Et là, à ce niveau-là, on peut peut-être dire que
on peut s'attendre à des changements. C'est vrai que le Conseil consultatif provincial des forêts est une plateforme multi-acteurs et parmi les parties prenantes, il y a les populations autochtones pygmées. Ils ont profité de nous faire part de leurs préoccupations par rapport à la mise en place de ce conseil. Les populations autochtones décrivent l'exploitation abusive de ressources forestières, les normes qui ne sont pas respectées. Les populations autochtones pygmées parlent aussi des autorités locales et provinciales qui les étouffent. Vous êtes dans le domaine, certainement que ça donne matière à réflexion. Comment vous analysez la situation? Il y a eu des déclarations des peuples autochtones, c'est vrai. Et je pense que la réponse qu'on peut donner à ce niveau-là, c'est de diligenter une mission d'enquête. Diligenter une mission d'enquête. Une autorité ne peut pas agir sur base de rumeurs. La meilleure des choses, c'est de diligenter une mission. Je pense que le peuple autochtone qui s'est exprimé, il a fait allusion au conflit qui oppose les communautés autochtones de Yakata à un exploitant forestier industriel. Tout ce que moi je propose est que le niveau provincial puisse diligenter une enquête sur base des allégations formulées par les peuples autochtones. Les peuples autochtones ont ce droit-là de s'exprimer. Les peuples autochtones ont le droit de s'émanciper. Les peuples autochtones doivent crier haut et fort pour que les autorités entendent leur voix par rapport aux bénéfices qu'ils doivent tirer de l'exploitation forestière ou des forêts auxquelles ils ont protégé depuis des millénaires. Ce n'est pas un problème. Moi je pense, je les encourage d'ailleurs, parce qu'il est rare que dans un forum pareil, vous pouvez trouver un peuple autochtone qui s'exprime en français, un peuple autochtone qui n'a pas peur et qui a en fait ces soucis-là de se faire entendre par les autorités. Donc, c'est quelque chose d'important. Il faut les encourager à s'exprimer et dans l'entretemps, donner aussi l'occasion aux autorités à ce qu'ils écoutent ces déshydratats et donnent des réponses par rapport aux peuples autochtones. C'est bien lorsqu'on parle du non-respect des clauses sociales. Nous avons fait la route avec vous. Vous vous êtes rendu compte de la réalité de terrain. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous avez traversé la Mongala? Oui, mais ça me fait peur, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Moi, je ne peux pas vous cacher, moi je suis originaire de l'Équateur, donc de l'ancienne province de l'Équateur non démembrée. Et ça me fait peur en tant qu'originaire aussi de voir que les choses ne s'améliorent pas. Mais je pense que ce qu'il faut faire, le cadre réglementaire est là. L'État a mis en place des mécanismes pour que les gens s'expriment. On ne peut pas passer outre les dispositions réglementaires qui sont mises en place. Il faut que ce soit les communautés, que ce soit les peuples autochtones, que ce soit les autres qui peuvent dire qu'ils sont victimes, c'est d'utiliser les cadres réglementaires dont il est clairement expliqué qu'il y a des obligations et des droits de par toutes les parties prenantes qui sont concernées. Donc il faut utiliser ces cadres réglementaires pour que chacune des parties trouve son compte. On nous laisse entendre qu'également il y a une nouvelle pratique en ces lieux qui permet aux hors-la-loi de s'échapper de certaines sanctions. On enterre les grumes. Vous en êtes au courant? Bon, je n'ai pas été au courant, mais je sais qu'à Kikole et à Kinshasa, on enterre des grumes dans l'eau. Et je pense que, vous savez, le problème c'est quoi? C'est un problème de synergie des services. N'est-ce pas? Si l'administration forestière dit qu'on enterre des grumes, est-ce que l'administration forestière a le pouvoir de mener une enquête dans l'eau? Non. Il y a un service public qui contrôle l'eau, c'est le commissariat fluvial. Il y a un service qui est à la frontière, c'est la DGM. Il y a la police. Il y a les autres services qui peuvent être mis à contribution pour répondre à ce genre de questions. Je pense que c'est la conjugaison des efforts de toutes les parties qui peuvent apporter des solutions à certains problèmes, parfois que nous, en tant que service isolé, nous ne sommes pas capables de donner des réponses. Alors c'est vrai que nous parlons de la gouvernance forestière, on sait que lorsqu'on parle de ces thématiques, très souvent ce sont les exploitants qui sont toujours ciblés. Dans ces provinces de la Mongala, les exploitants artisanaux formulent le vœu d'avoir une unité forestière artisanale. La création de cette unité, est-ce possible et qu'est-ce que ça va changer? Le ministère de l'Environnement a mis en place une réglementation sur la création d'une unité forestière artisanale.
Et cette réglementation a mis en place un processus pour créer une unité forestière artisanale. N'est-ce pas? Maintenant, il faut que les services concernés, les services du gouverneur de la province, puissent se saisir pour qu'ils puissent créer des unités forestières artisanales conformément à la réglementation en vigueur. La forêt, elle est encore là. Il faut plutôt donner les moyens à la province pour créer les unités forestières artisanales. Les unités forestières artisanales demandent d'abord un travail important. On ne peut pas prendre des exploitants artisanaux, aller les verser dans un espace donné sans que l'unité forestière soit aménagée. Il faut l'aménager. Il y a tout un processus et cela relève de la compétence du gouverneur de la province. Il faut que les services du gouverneur de la province s'organisent. Il faut que le gouverneur donne des instructions à ces services pour mettre en place des unités forestières artisanales. Alors, reparlons de l'installation du Conseil consulaire provincial de la Mongala, c'est le tout dernier. Est-ce que vous envisagez des échanges, le partage d'expériences entre différents acteurs des différents conseils consultatifs provinciaux des forêts? Bien sûr, c'est tout à fait normal que l'année prochaine on puisse penser à quelque chose comme ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien de créer les conseils. Il y a des conseils où on a l'expertise, les conseils de l'Équateur ou de la Chopo. Il y a des anciens membres qui sont encore là, qui sont actifs. Et ils ont cette responsabilité de partager les expériences avec les nouveaux conseils qui viennent d'être installés. Je pense que c'est important et on va étudier, on va voir est-ce que c'est possible d'organiser ça l'année prochaine. Et nous pourrons encore revenir vers eux pour leur dire qu'on va choisir un endroit. Mais le problème, c'est les contraintes logistiques qui sont importantes. C'est pas facile d'organiser un atelier. Toi-même, tu sais, nous venons d'où? Nous venons de Kinshasa, on est passé par Gemena. Pour arriver ici, 300 km par moto, c'est pas facile. Donc, il faut mettre en place, il faut vraiment des scénarios et trouver le coin le moins cher possible qui permet de réunir tout le monde. Éco-créativité. Dans beaucoup de nos provinces, on a affaire à des chasseurs d'abeilles. Or, notre souci, on voulait quitter cette étape-là. Au lieu d'avoir des chasseurs d'abeilles, on veut avoir des éleveurs d'abeilles. Parce qu'un chasseur d'abeilles tue les abeilles. Un éleveur d'abeilles, il protège et il les multiplie. Et nous savons le rôle de l'abeille dans notre environnement. S'il y a pollinisation, parmi les insectes qui arrivent à faire un grand travail, ce sont les abeilles. Entre-temps, ils nous produisent du miel. Ça, c'est du kambala, c'est du bon bois. Au lieu de le faire avec des bois de coffrage, pour dire qu'on cherche à faire quelque chose où on sait ça peut tenir pendant plus de 10 ans. On a juste la caisse qui a 80 cm de long. Pour que ça puisse rester très longtemps. Nous avons des barrettes où la ligne ici, ça sert à mettre si on veut, les barres de cire. Les barres de cire, c'est juste pour permettre à ce que quand les abeilles vont construire leurs rayons, au lieu de les construire en désordre, étant donné les barres de cire là, ça va leur faciliter la construction pour que ça soit bien aligné. Et puis, il y a ça. Il y a la caisse, il y a l'ouverture ici, qui est une entrée pour les abeilles. Et puis là, on a des méthodes. Il y a les méthodes où on arrive à les capturer. Et puis l'autre méthode, c'est on met les charmes d'abeilles. Les charmes d'abeilles, on fait comment? Tu as ta ruche, tu vas appliquer de la cire. Si on n'a pas la cire, tu peux prendre de la citronnelle. Tu le fais chauffer et puis tu le fais appliquer à l'intérieur. Ou carrément tu appliques du miel. Ça, normalement, quand vous le mettez dans un environnement où il y a des abeilles, il y a possibilité que les abeilles viennent entrer d'eux-mêmes.
Vous avez installé différents conseils. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations par rapport aux conseils déjà installés, comment ils ont décollé, comment ils fonctionnent, y a-t-il des difficultés jusqu'ici? Ça évolue normalement tel que prévu? Bon, les conseils qui ont été installés, certains conseils ont déjà commencé le travail. Celui de Maïndombe a déjà fait plus de 5 missions. Ils ont réussi même à valider certaines demandes de forêts de communautés locales. Le conseil de l'Équateur aussi. Le conseil de Kisangani aussi. Maintenant, celui de la Choapa, je cherche encore. Et je pense que nous allons encore travailler durement pour les aider à décoller. Et je pense que celui d'Issala aussi, qui est le dernier, nous pourrons les accompagner pour qu'ils tiennent les réunions. Parce que tous ces conseils-là ont demandé, continuent à demander des appuis pour qu'ils fonctionnent convenablement. Et c'est ce que nous devons faire. Qu'est-ce que vous déconseillez là où il y a un conseil consultatif provincial des forêts? Ce que je conseille là où il y a les conseils, c'est en fait, il y a un cadre réglementaire qui est là. Après le cadre réglementaire, il y a un règlement dans l'intérieur qui assure vraiment le fonctionnement du conseil. Ce sont ces outils-là qu'on doit utiliser pour que le conseil fonctionne convenablement. Les gens, les politiques doivent laisser les conseils fonctionner. Parce que le conseil, c'est un organe du gouverneur de la province. C'est un service, c'est une structure technique du gouverneur de la province qui va donner des avis pour que le gouverneur décide sur tout projet de classement ou de classement des forêts. Et donc, il faut les laisser travailler. Je sais que c'est encore de nouvelles expériences, mais au fur et à mesure qu'on va renforcer les capacités, nous aurons des conseils compétents et capables de produire des résultats comme nous voulons. Mais je sais que vous serez d'accord avec moi parce que jusqu'ici les provinces subissent les décisions de Kinshasa. Comment les contourner? Les provinces subissent les décisions de Kinshasa, oui, mais chacune des parties doit se référer à la loi et au cadre réglementaire qui régit les relations entre le pouvoir central et les provinces. Ça, c'est le seul outil, le seul argument, le seul arme qu'on doit utiliser. Donc les rapports entre le pouvoir central et les provinces sont régis par des lois. Et ce sont ces lois-là qu'on doit appliquer. Si c'est le pouvoir central qui fait immixtion dans les provinces, je pense qu'il appartient aussi aux provinces de réagir. Je sais très bien que les provinces ont du mal à mobiliser les ressources, ont du mal, ils crient haut et fort que la rétrocession n'arrive pas. Mais ça encore, le seul moyen qu'on doit utiliser, c'est la loi. La loi a mis en place des mécanismes qui permettent à ce que la province puisse réclamer ses droits comme il se doit. Dernier conseil consultatif provincial des forêts installé, c'est un défi qui est relevé pour vous? Un défi parce qu'on a totalisé les 5 provinces, mais on n'est pas encore arrivé. Ce n'est qu'on a seulement franchi une partie du parcours, parce que installer, c'est pas fonctionner. On doit continuer à appuyer les conseils, on doit continuer à appuyer les conseils par des formations, on doit appuyer les conseils par des appuis financiers, techniques et matériels. Le budget du fonctionnement du conseil doit émerger de la province. Il y a des provinces qui ont encore du mal à décoller. Comment ça va se passer? Vous parlez de l'appui, ça sera à quelle hauteur, à quel niveau? Comment ça va se passer? Nous sommes une organisation internationale, nous on ne peut pas se substituer à l'État. Ça ne peut pas se faire. Et on ne peut pas avoir la prétention d'appuyer les conseils. Non. Nous, on donne le minimum nécessaire que nous pouvons avoir pour faire fonctionner un conseil. C'est quoi? C'est un petit équipement d'ordinateur. Là, on a amené des ordinateurs pour la province de la Mongala. C'est aussi des moyens substantiels pour convoquer des réunions, tenir des réunions du conseil, rembourser les frais de transport, la restauration et ainsi de suite. C'est le peu que nous pouvons donner pour qu'un conseil puisse fonctionner. Maintenant, il appartient aux provinces, lorsqu'ils vont voter les budgets provinciaux, d'intégrer les jetons de présence et tous les frais de fonctionnement d'un conseil consultatif. Parce que c'est une institution de l'État. Concept vert. La bioaccumulation. C'est un processus selon lequel une substance polluante présente dans un biotope pénètre et s'accumule dans tout ou partie d'un être vivant et peut devenir nocif par extension, le résultat de ces processus.
Équatorien vous l'êtes, nous sommes au port de l'Onatra à Lissala, aujourd'hui chef-lieu de la province de la Mongala. Ça vous remémore? Bien sûr, ça me remémore. Quand j'étudiais encore, avant d'arriver chez moi à Djolu, je passais par ici. Et je venais ici, je me rappelle encore, je vois les souvenirs, les 31 km qu'on prenait jusqu'à arriver à Mongana. Ça me remémore. Et tout le paysage, et ici, quand c'était encore le district, ça me remémore. C'est des souvenirs inoubliables. Je pense que je suis très fier d'être équatorien. Et ça me réconforte d'être chez moi et d'apporter ma petite contribution au développement. Moi je ne parle pas des provinces démembrées, hein. Je m'identifie comme quelqu'un de l'Équateur, d'une province Équateur qui existait encore, mais qui s'est démembrée en plusieurs provinces. Mais je m'identifie à toutes ces provinces. Et dernière question pour terminer, permettre à l'homme de vivre en harmonie avec la nature. C'est ça votre credo. Vous êtes dans la Mongala aujourd'hui, vous appuyez la Mongala, c'est pour que les ressortissants d'ici arrivent à vivre en harmonie avec la nature. Exactement. J'allais clôturer mes propos à travers notre vision. Heureusement que vous m'avez rappelé et que vous avez même anticipé. Et ça me réconforte parce que si on a un communicateur qui a déjà la maîtrise de notre vision, je me réjouis. Et si nous appuyons la mise en place des conseils, c'est pour que l'être humain soit en harmonie avec la nature. Il ne faudra pas aussi oublier que c'est ici qu'est né le deuxième président de ce pays, le feu maréchal Mobutu Sese Seko. Vous n'avez pas dit un mot par rapport à lui, il a marqué son époque. Effectivement, j'ai lu dans l'histoire du Congo que le maréchal Mobutu est né ici. Et c'est à côté de, je crois que ce n'est pas la clinique, mais c'est l'hôpital, où il y avait un arbre. Et où on avait référencé l'endroit où le maréchal Mobutu est né. Ça, c'était une figure de la vie politique du Congo, paix à son âme. Et je pense que les nouvelles autorités du pays feront en sorte que les ressources naturelles soient gérées durablement au profit des communautés, des populations présentes et futures. Jean-Marie Bolika, merci, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Je m'arrête là. À très bientôt. Combien? Azalina,